Oui, encore une fois, vous êtes sur les ondes de Top Pot, votre podcast en français sur la science, l'industrie et la consommation du cannabis. Mon nom est toujours Luc Prévost et j'ai le plaisir de vous recevoir dans un cannabistro virtuel, le Top Pot. Bienvenue chez vous. Top Pot ne donne aucun conseil. Consultez votre médecin, votre pharmacien, votre avocat, votre journaliste préféré, le législateur ou la personne de science de votre choix. Aucun des auteurs, contributeurs, commanditaires, administrateurs, toute autre personne liée à Top Pot ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit de votre utilisation de l'information contenue dans le podcast. Vous allez bien? Le chanvre est bon par chez vous? Aujourd'hui, on va flâner. Oui, le flânage, c'est pas seulement amusant, c'est utile. Pot Flânage va être le titre d'une nouvelle série. C'est amusant de faire des gros dossiers sur le HHC, la santé buccale, les nano-émulsions, les drones, la conduite automobile, le high du coureur, les mangeables, le pot extérieur versus le pot intérieur, vous voyez le genre. Tous des sujets que j'ai déjà abordés. Mais de plus en plus, j'ai envie de papillonner. Oui, papillonner comme dans une discussion plus informelle. Une discussion avec des chums au coin d'une table, hein? Oui, un café, un bat. J'aimerais faire ça un jour en direct en prenant vos appels. Un jour. Si ça vous amuserait de participer, faites-moi signe. Je me demande même si je pourrais faire un jour des pauses musicales. Je vais peut-être en mettre une dans cet épisode et vous me direz ce que vous en pensez. Donc cette semaine, on flâne ensemble avec une thématique très large. Oui, on discute en flânant de la croisée des chemins pour l'industrie du cannabis. On flâne, oui, mais vous allez pouvoir consulter les liens pour tous les sujets que je vais aborder. On flâne, oui, mais on flâne en pro. Alors à 0, on commence. 3, 2, 1, 0. Oh, par contre, hein, vous le savez, quand je suis au café sans invité, je consomme toujours. Un instant. Hé, MJ! Allô? Ouais, on flâne aujourd'hui. T'as pas le temps, toi, hein, de flâner. OK. Mon habituel, s'il te plaît. OK, de retour. Je recommence. 3, 2, 1, 0, on flâne. Eh bien, le regroupement d'affaires qui est censé veiller au Québec aux intérêts de l'industrie du cannabis recevait le mardi 20 septembre ses membres dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle. On y a présenté un plan stratégique 2022-2024. On y reviendra peut-être un jour, dans un futur épisode. Ce qui a davantage retenu mon attention est le nouveau code d'éthique qui fait pas moins de 8 pages. On y retrouve un préambule qui est inclus dans le code. C'est un avocat qui a écrit ce bout-là, c'est sûr. Et donc, premièrement, le préambule, ensuite les responsabilités, devoirs et obligations des membres, et finalement, une présentation du comité de discipline. Il y a toute une section sur les conflits d'intérêts. On va obligatoirement en entendre parler dans les mois à venir. Je m'intéresse particulièrement à la place que l'on va faire pour la microproduction au Québec. Donc, un gros dossier à suivre. Mais, vous me connaissez un peu peut-être, c'est quoi le flânage? Dans le contexte de la venue au Québec de la Cour suprême du Canada pour l'affaire des 4 plans maison, j'ai pensé que ce serait drôle de connaître la définition en droit du flânage. C'est drôle, mais ce matin, j'ai réalisé que la Cour suprême du Canada a le même acronyme que les clubs sociaux de cannabis. Donc, si quelqu'un, un policier, normalement, vous accuse de flâner, cela veut dire quoi? Avez-vous déjà demandé à un policier de vous définir le flânage? Ah, vous n'avez jamais été arrêté par la police. Moi, une seule fois. J'avais 7 ans et j'avais volé des pommes, donc je ne flânais pas. Au Québec, la définition du flânage apparaît en 2012. Jusqu'à cette date, chaque municipalité faisait respecter son règlement d'interdiction de flânage de façon arbitraire. Beaucoup de flou et de mou dans la corde. Puis en 2012, un incident dans la ville de Québec va permettre à la Cour municipale de la même ville d'apporter sa pierre à la construction du droit au Québec. Alors rapidement, une fois, c'est un gars de Québec qui décide de se faire bronzer en string près du fleuve. La police décide de l'accuser de flânage. Yvan Pouliot, c'est le nom du monsieur qui sera acquitté de l'infraction. Mais la Cour municipale de Québec
s'est tout de même longuement questionné sur l'interprétation du terme flânage. L'article 5 du règlement municipal de la Ville de Québec disait ceci à l'époque. Il est interdit à une personne sans motif raisonnable dont la preuve lui incombe de flâner, de vagabonder ou de dormir dans une rue ou dans un endroit public. Aux fins du présent article est considéré comme flânant ou vagabondant une personne qui se trouve dans un des lieux mentionnés au premier alinéa sans l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant des lieux. La preuve de cette autorisation incombe à la personne considérée comme flânant ou vagabondant. Fin de la citation du règlement municipal de la Ville de Québec, l'article 5. Comme l'a fait la Cour suprême du Canada dans l'affaire des 4 plans maison, le tribunal de Québec, à l'époque, a regardé le petit Larousse pour s'informer de la définition du mot qui est « se promener sans but, au hasard, avancer sans se presser, paresser, perdre son temps ». OK, juste une seconde. Hey, merci, MJ. Ouh, ça fait du bien. OK, d'attaque. On disait quoi? Ah oui, le tribunal de Québec et le petit Larousse. Ils ont regardé la définition du mot flânage dans le dictionnaire. Mais cela ne suffit pas. Le tribunal s'est aussi intéressé à la jurisprudence des cours d'appel du Québec et de l'Ontario. Après avoir accompli cette recherche, le tribunal livre sa propre définition. Flâner est le fait de traînasser à un endroit, en mouvement ou non, sans justification. Notre bronzé sera donc acquitté puisqu'il était dans un endroit public offert au public. Les policiers, eux, se feront rabrouer par la Cour pour avoir donné un constat d'infraction relié à une épidémie d'exhibitionnisme dans la région de Québec. Voici texto ce que dit le jugement. Par ailleurs, la simple présence du défendeur à cet endroit un jour d'été à 17 heures ne constitue pas du flânage. Les circonstances de lieu, de jour, d'heure et d'autorisation du propriétaire ne permettent pas de conclure que le défendeur flâne à cette occasion. Fin de la citation. Alors, si on vous arrête pour flânage, vous avez déjà quelques munitions pour discuter tout en douceur avec les forces de l'ordre. Bonne chance! Est-ce que ça serait drôle si je segmentais notre flânage avec un petit thème musical? Pas une pause musicale, mais un thème. Genre... On verra. Dans un autre ordre d'idées, mais ça participe de mon flânage personnel, j'ai acheté une once de fleurs bio récemment. Mais je l'ai acheté au médical. Oui, totalement légalement. Hein? Il y avait une différence de prix de 40 $. C'est ma surprise personnelle du mois et peut-être même du trimestre. Oh, un instant, j'ai chaud. Plus de monde dans le café aujourd'hui. Est-ce que vous fréquentez les réseaux sociaux pour vous informer auprès des influenceurs qui font des critiques, là, les reviews sur les réseaux sociaux? J'ai l'impression, et je vous demande aussi votre avis, hein, vous pouvez m'écrire, il y a actuellement une forme de ressac, d'après ce que je peux comprendre de leur discours. Et là, je ne parle pas d'une personne en particulier. Hein. Je parle de plusieurs personnes qui, par exemple, avaient des épisodes YouTube avec des audiences de 30 ou 40 000 personnes au début de la légalisation. Ils disent, eux, hein, pas moi, là, eux disent qu'ils n'ont plus cette capacité d'attraction parce que YouTube a changé ses algorithmes. Pourquoi? Peu se confient sur ce sujet. Peut-être l'influence des États-Unis, un pays qui résiste de toutes ses forces à la légalisation du cannabis. Et YouTube est situé sur le territoire américain, à moins que je fasse erreur, une erreur de nature comptable. Ils sont peut-être en Hollande ou en Irlande. Au final, hein, peu importe les raisons, le paysage de la critique, des reviews est en train de changer. On assiste aussi à une professionnalisation du contenu, meilleure captation vidéo et audio, et surtout une post-production beaucoup plus ambitieuse. C'est facile à voir. Hein? Donc, le modèle d'affaires de l'influenceur critique est en transformation. C'est rendu que les gens évitent de prononcer le mot cannabis pour être entendus par leur audience. Quel impact ces changements auront-ils sur l'industrie du cannabis? Je ne sais pas. Je note également que l'audience des sites de critique sur Facebook et sur le web en général se transforme.
Le nombre de membres par groupe augmente de façon claire et assez rapidement, et c'est peut-être le résultat d'une migration de l'audience des influenceurs critiques vers ces plateformes. Par contre, simultanément, le nombre de personnes en ligne sur ces plateformes semble avoir dramatiquement diminué. J'y vois plusieurs raisons. Les voici en vrac. 1. Les nouveaux consommateurs de cannabis savent maintenant le minimum nécessaire pour acheter avec plaisir et discernement. Le site de la SQDC n'est pas parfait, mais il est suffisamment étoffé pour faire un peu d'éducation et pour diriger les gens vers un autre questionnement. 2. Les échanges sur Facebook et Reddit, par exemple, peuvent être une expérience, disons, contrariante. Je vois tous les jours des gens qui disent taire leurs préférences et préférer ne pas s'exprimer, car les réponses de certaines personnes, souvent les mêmes, sont vulgaires, inappropriées et surtout démotivantes. Quand des adultes ont peur de se pogner avec des malotrus, c'est le début de la fin d'une communauté. 3. C'est important, mais la clientèle ciblée par les producteurs autorisés n'est pas dans ces groupes. Un PA n'a pas besoin des vociférations de 30 personnes qui vont bâcher son produit. Un producteur autorisé, c'est sûr qu'il préfère une clientèle comme celle de la SAC. Quand un client de la SAC achète une bouteille de vin bouchonné, il ne se plaint pas sur Internet. Il en discute avec son conseiller la fois d'après. Ces groupes vont à long terme se transformer et certains vont disparaître. J'ai en tête 2 ou 3 énergumènes qui géraient des groupes sur Facebook au tout début de la légalisation en professant leur ignorance de toutes leurs forces. C'était spectaculaire. Ces groupes ont disparu et leurs administrateurs, qui n'étaient souvent que des petits Joe connaissants ou des personnes heurtées humainement, eh bien, ces groupes ont disparu ou se sont pacifiés pour survivre à leur passion. 4. Certains groupes sont noyautés par des membres de l'industrie. Le jupon finit toujours par dépasser et les membres des groupes ne sont pas aveugles. 5. Et finalement donc, et c'est peut-être le facteur le plus important, l'émerveillement initial s'est peut-être émoussé. Ce qui était interdit est maintenant légal. Même la plateforme Twitter s'est vidée de son contenu cannabis. Pour moi, la plus belle plateforme est LinkedIn. Pourquoi? Je croise beaucoup de gens que je vois sur Facebook, mais je croise aussi des entrepreneurs, des chimistes, des maîtres cultivateurs, toutes sortes de monde reliés directement à l'industrie. Je vous donne un exemple. Je me pose une question depuis 3 ans. Quel est le taux maximum de THC possible dans une fleur de cannabis? Grâce à François-Olivier Hébert, qui est venu 2 fois sur Top Pot, j'ai eu un nom, celui de Davoud Torkamane. Ça s'écrit D-A-V-O-U-D, comme David, presque. Torkamane, T-O-R-K-A-M-A-N-E-H. Davoud est un généticien génomicien spécialisé dans le cannabis. Je l'ai trouvé sur LinkedIn, immédiatement, bing bang. 1 semaine plus tard, à peine, je le recevais pour lui poser des questions. Pour les curieuses, l'entrevue sera bientôt diffusée sur Bonstock. Si vous n'êtes pas un voyageur fréquent sur Top Pot, Bonstock est un magazine numérique dédié au cannabis que je viens de lancer. On le retrouve à www.bonstock, en un seul mot, .québec. Impossible de faire plus québécois. Bonstock.québec. OK, puisqu'on parle de transformation, il faut parler de l'Allemagne et de l'industrie canadienne qui se demande si l'Allemagne va la sauver. Et l'industrie canadienne qui répète comme un mantra « On a l'avantage du premier arrivé, on a l'avantage du premier arrivé, on a l'avantage du premier arrivé, ouais! » Eh bien, si l'Allemagne ouvre ses portes aux producteurs, est-ce que le Canada obtiendra la prépondérance des commandes? L'industrie canadienne est à genoux et ce n'est pas pour prier. Les quelques grands joueurs canadiens qui sont déjà en Allemagne, eux, se croisent les doigts. Cette fois-ci, c'est peut-être pour prier. L'Allemagne pourrait être le premier pays de l'Union européenne à légaliser le cannabis, cette drogue, à des fins récréatives. Avec la meilleure économie en Europe et le double de la population canadienne, le marché allemand pourrait être une bouffée d'air pour quelques compagnies.
Je dis quelques compagnies car pour exporter en Allemagne, coucou, eh bien il faut avoir une entreprise au standard EU-GMP. GMP veut dire Good Manufacturing Practices. EU veut dire Europe. Et l'industrie canadienne, malheureusement, n'a pas cru bon y croire dès le début. Ou elle y a cru, mais elle n'en avait pas les moyens. Donc, pour l'immense majorité des entreprises canadiennes dans le cannabis, l'Allemagne n'est même pas un rêve, c'est juste une impossibilité. La légalisation en Allemagne est donc sur les rails, mais la gare n'est pas en vue. Le meilleur horizon, c'est 2024. Pas de sauvetage de vie avant 2024 et plein d'entreprises ne seront plus en vie alors. Le marché potentiel allemand est évalué à 400 tonnes et il fait saliver car il ne s'est vendu au Canada lors de la première année de la légalisation que 100 tonnes de cannabis. En plus, l'Union européenne est inquiète, ce qui risque de ralentir tout le processus. C'est exactement comme aux États-Unis où Biden a été élu en promettant la légalisation pour faire ensuite exactement l'inverse. Terry Booth, l'ex-PDG d'Aurora, toujours actif dans le cannabis, avance que l'Allemagne allait être plus dure que le Canada en termes de lois et réglementations. Non, vraiment, hein, on le sait, l'herbe n'est jamais plus verte chez le voisin. Le plus drôle ou le plus triste, c'est, dans ce contexte allemand, là, c'est la récente bévue monumentale de Tilray. Oui, Tilray a osé enjoliver dans un communiqué de presse la semaine passée sa rencontre avec les responsables allemands de la lutte contre la drogue. Tilray disait « On a fait une table ronde avec les autorités allemandes pour donner le coup d'envoi d'un projet de légalisation pour le cannabis non médical », en citant, hors contexte ou tout croche, le commissaire pour les questions de toxicomanie et de drogue, M. Blinert, B-L-E-I-N-E-R-T, M. Burkhard Blinert. Eh bien, la réponse allemande n'a pas tardé. Non. Il n'y a pas de table ronde avec Tilray, a répondu le porte-parole de Blinert à MG Biz Daily. Et là, je cite ce qu'ils ont dit. « Le communiqué de presse n'est tout simplement pas correct. Nous ne minimisons pas la réunion, car il n'y a pas de coopération et il n'y en aura pas non plus avec Tilray. À aucun niveau pour être clair. » Fin de la citation. Il serait donc maintenant peut-être utile de savoir qui vend à l'Allemagne, à part le Canada, qui croit véritablement y avoir une chasse gardée. Alors, je vais approximer les kilos, mais en première position des exportations vers l'Allemagne, il y a le Canada, avec 6500 kilos. Le Danemark, ensuite, avec 3700 kilos. Les Pays-Bas, 3700 kilos également. Le Portugal, à 2400 kilos. L'Australie, 1500 kilos. L'Uruguay, 840 kilos. L'Espagne, à 700 kilos. L'Ouganda, à 439 kilos. L'Autriche, à 288 kilos. Et la Colombie, à 149 kilos. Je sais que le Lesotho, également pays africain, a vendu du cannabis non irradié à l'Allemagne, mais peut-être dans une quantité plus faible. Pas assez en tout cas pour être dans le top 10. Alors qui va être le premier pays à dépasser les ventes du Canada en Allemagne? S'il y a une guerre des prix, la Colombie devrait gagner. Si on parle de faire tourner la machine à profit, dans ce cas-là, je vote pour les Pays-Bas. Pourquoi la Hollande? Les Hollandais sont les gens les plus pragmatiques au monde. Mais c'est une saga pour une autre fois. Je peux dire quelque chose en blague, puisqu'on flâne. Hein? Les coureurs cyclistes professionnels belges disent des coureurs cyclistes hollandais, s'ils t'ont pas fourré pendant la course, c'est juste qu'ils ont oublié. Et c'est dit crûment comme ça. Hein? On flâne, qu'on disait. Alors, qu'est-ce qu'on sait des perceptions des praticiens de la santé sur les obstacles aux pratiques de prescription du cannabis? On sait certaines choses parce que c'est aussi le titre d'une étude publiée récemment. Les résultats sont impressionnants et intéressants. Comment ça fonctionne une telle étude? Une équipe produit un questionnaire qui est diffusé par 24 organisations dans ce cas-ci. 70 personnes ont répondu au questionnaire. 71% de ces 70 personnes étaient des médecins ou des résidents en médecine. Et les autres étaient des infirmières, des pharmaciens ou des professionnels de la santé. Alors, que nous apprend cette recherche? Et je vais aller très rapidement, mais il y a quand même 10 éléments. 1.
Seulement 6 % des répondants ont reçu une formation sur le cannabis médical dans une école professionnelle. 6 % Mais 60 % ont reçu d'autres formations, comme dans des ateliers ou des conférences. 2. Plus de la moitié, soit 57 %, ont reçu plus de questions sur le cannabis médical depuis la légalisation du cannabis récréatif. 3. 82 % des répondants ont déclaré avoir des patients qui utilisent le cannabis médical. 4. Par contre, 56 % se sentaient mal équipés pour discuter de cannabis médical. 5. 27 % ne connaissaient pas les conditions d'obtention du cannabis médical au Canada. 27 %, plus du quart. 6. Selon les répondants, les symptômes les plus courants pour recommander le cannabis médical sont la nausée et la douleur. 7. Les conditions les plus courantes pour le recommander sont le cancer et la douleur chronique. 8. L'obstacle le plus important à l'autorisation du cannabis médical est l'incertitude quant à la posologie et aux voies d'administration sûres et efficaces. 9. L'obstacle le plus important à la recommandation ou à l'autorisation du cannabis médical est le manque de données de recherche démontrant son innocuité et son efficacité. Et 10. Finalement, la conclusion. Nos résultats suggèrent que les professionnels de la santé de tout le Canada qui ont répondu à notre enquête ne sont pas familiers avec les sujets liés au cannabis médical. Et voilà, quelque chose, hein? Vous savez que la reine anglaise est morte? Alors qu'il y a un changement de garde au palais, Liz Truss, le nouveau premier ministre britannique, eh bien, elle a décidé de mettre un stop à la légalisation du cannabis, pas chez elle en Angleterre, aux Bermudes, rien de moins. Oui, à peine entrée en fonction, Truss a refusé de donner son autorisation pour le passage d'une loi cannabis aux Bermudes. Les législateurs locaux ont approuvé un projet de loi local ou national, mais il a été mis sur la glace en attente de l'approbation du gouverneur du territoire nommé par le Royaume-Uni. Mme Truss a été expéditive car le jour même de sa prise de fonction, elle a informé Rena Lalgi, ça s'écrit Lalgie, le gouverneur des Bermudes nommé par le Royaume-Uni, de ne pas approuver le projet de loi tel qu'il était rédigé. Les 60 000 habitants des Bermudes profitent de la légalisation du cannabis médical depuis 2016. Dans un esprit d'apaisement ou peut-être pour le tourisme, les Bermudes ont aussi dépénalisé la possession personnelle jusqu'à 7 grammes. Allons-nous assister à une crise constitutionnelle entre le Royaume-Uni et les Bermudes? Le premier ministre des Bermudes, David Burt, croit que ce refus d'accorder la légalisation du cannabis va nuire gravement aux relations entre les deux pays. Si vous êtes comme moi, vous avez actuellement une sonnette d'alarme qui retentit dans votre cerveau. Mais le Canada n'est-il pas l'exemple parfait d'un pays qui a envoyé paître le Royaume-Uni dans ce cas-là? Oui, parce que nous sommes aussi des sujets de Sa Majesté ou de son fils, mais nous avons légalisé. Est-ce que les Bermudes pourraient venir demander conseil au Canada? Ça serait drôle. OK, on revient flâner au Canada pour examiner un paradoxe. Notre marché national du cannabis, c'était 3 milliards en 2021, 3 milliards de dollars canadiens. Juste derrière la production de canola ou de blé, aïe aïe, mais nez à nez avec le soja. Les spécialistes qui ont tout croche depuis les débuts de la légalisation estiment que le marché du cannabis atteindra 8 milliards en dollars canadiens dans 3 ans. Mais contrairement au canola, au blé, au soja, le cannabis est la production qui offre le plus grand retour sur l'investissement. Eh bien, le cannabis n'est même pas encore une plante domestiquée. Heureusement, l'Université de Laval a engagé le génomicien Davoud Turkamani pour s'attaquer au problème. Et oui, c'est le même Davoud dont je vous parlais au début de l'épisode. J'ai hâte de publier son entrevue. Encore une fois, on flâne, donc... La bourse ou la vie, disaient les mécréants dans les épisodes de Robin des Bois. C'est la grande bourse qui fait peur ou qui écœure beaucoup de consommateurs, sur les réseaux sociaux en tout cas. Oui, beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux punissent les entreprises qui sont à la bourse.
sont juste là pour l'argent, le lucre, comme disaient les avocats dans leur présentation à la Cour suprême du Canada pour les 4 plans maison cette semaine. Ils connaissent rien à plantes en plus. Vous voyez le genre, hein? Il est quelle heure, là? Oh, c'est le temps. On flâne, là, mais l'heure passe vite aussi. Juste une seconde. Hey, MJ! Merci, hein? OK. Bye. OK, je me ramasse. On parlait des entreprises cotées en bourse qui ont une mauvaise cote sur les réseaux sociaux. C'est important, je crois, de le mentionner. Il y a au moins une entreprise qui prouve que ses commentaires ne sont pas ancrés dans la réalité. Comme si être à la bourse impliquait automatiquement de produire du mauvais cannabis. Et oui, vous avez compris. Si vous êtes un observateur attentif du cannabis au Québec, vous savez que Cannara est une entreprise cotée en bourse qui va de succès en succès tout en retenant la considération d'une forte majorité de consommateurs. Je désire simplement souligner que Cannara vient tout juste de livrer sa première commande en Colombie-Britannique, en plus de proposer pour la première fois une cartouche de vapotage. Je regardais pas plus tard qu'hier les ventes les plus récentes à la SQDC et Cannara est en bonne position partout. Québec Goldtech aussi occupait dans certaines catégories une très bonne place. Donc, entre la haine sur les réseaux sociaux et le goût des consommateurs, il semble y avoir une vraie différence de perception que les chiffres de vente exposent facilement, quoi. Parlant de chiffres de vente, bientôt le Canada va revivre un autre Croptober. Le Croptober, c'est la récolte extérieure du mois d'octobre. Les coûts de production en extérieur tournaient autour de 10 sous le gramme il y a 2 ans, à Toronto ou autour de Toronto. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais nous aurons bientôt des chiffres. Donc, tous les PA qui veulent vendre leur stock pour extraction sont mieux de se dépêcher, car Croptober va encore une fois avoir un effet à la baisse sur les prix de vente. Flânage oblige. Et si on parlait d'environnement une seconde? Au Canada, l'industrie est tellement aux abois qu'elle n'a pas le temps vraiment de s'en occuper collectivement. Aux États-Unis, différents États ont déjà commencé à réfléchir au problème. Des chiffres circulent sur les coûts pour disposer des déchets de production. Mais il y a des solutions plus simples et les exemples sont nombreux au Québec dans d'autres secteurs industriels. C'est le journal La Presse qui présentait cette semaine l'entreprise Malte, M-A-L-T-E, qui produit des shampoings et des savons faits avec les résidus de céréales de l'industrie brassicole. Il faut savoir qu'une microbrasserie produit autour de 70 tonnes de drèche par année. La drèche, donc le déchet, est si riche en vitamines et en minéraux que l'industrie de l'alimentation animale l'utilise également. Les humains peuvent aussi en manger, accessoirement. Un jour, bientôt, souhaitons-le, l'industrie du cannabis va trouver des débouchés pour ces déchets. J'en parlais déjà dans l'épisode 93 sur l'environnement. Moi, le premier produit dérivé qui me vient à l'esprit pour les déchets de cannabis, eh bien, c'est le biochar. Si vous ne savez pas c'est quoi, je vous invite à consulter l'épisode 93. OK, je vous remercie d'avoir flâné avec moi. Faites-moi savoir si le format vous plaît. Et voilà, c'était le 119e épisode de Top Pot. Questions, commentaires, critiques, n'hésitez pas à m'écrire, lucprévost@hotmail.com. Je vous remercie pour votre écoute, vos partages et vos suggestions. Allez, bonne semaine, beaucoup de bien-être et bon change.